Donner les résultats, mais bon. Mais bon, il fallait pas laisser le pavé au groupe néo-nazi. Ça nous donnait beaucoup d'espoir pour l'avenir. Parce que c'était vraiment ce que moi j'appelais vraiment un combat collectif. Le mouvement skinhead, bon, c'était un mouvement, on va dire, identitaire et profondément xénophobe, raciste, ce qu'on voudra. Hein. Mais nous, il y avait quelque chose d'universel. Redskin. Il faut regarder ça. Dirty Boy. Ça, c'est les meilleurs. Certains groupes ont voulu nous récupérer, le Scalp, SOS Racisme et tout, pour assurer certains services d'ordre dans leurs concerts, dans leurs manifestations, chose que nous avons faite parce que bon, ça allait plus ou moins dans nos idées, mais on n'a jamais, en tant que Ducky, adhéré à quelconque parti politique que ce soit. Le Scalp pour un impôt. Le Pen, le Scalp, le Pen. À clou, c'est une merde. Il nous fait chier. C'est un fasciste. Mort à Le Pen. Mort à Le Pen. De tous les chasseurs, les Red Warriors sont les seuls à s'engager concrètement dans l'action militante. Ils se rapprochent du Scalp, les sections carrément anti-Le Pen, antifascistes et libertaires créées à Toulouse en 84. SOS Racisme les recrute à l'occasion pour assurer son service d'ordre ou coller des affiches. Il y avait une campagne SOS Racisme qui était lancée, tu sais, genre campagne SOS Racisme traditionnellement, mais il y avait aussi la campagne présidentielle de 88 qui avait lieu à ce moment-là. Et donc, t'étais colleur pour SOS Racisme, mais t'étais susceptible de croiser les colleurs du front et compagnie, quoi. Et que le problème quand t'es en campagne, c'est que si tu colles pas la nuit, tu tiens pas les murs le jour, quoi. Et donc, à ce moment-là, Julien Drey, donc, qui est aujourd'hui député de l'Essonne, bien sous tout rapport, lui venait de quitter la Ligue communiste révolutionnaire, il était au bureau politique, il l'avait quitté quelques mois avant, je crois, il avait une grosse barbe comme ça et tout, et c'est lui qui avait monté SOS Racisme avec Harlem Désir. Donc il a encore cette espèce de culture un peu, tu sais, extrême gauchiste, machin de la Ligue, et donc on est les mecs présentés par des militants comme étant susceptibles de coller la nuit pour SOS Racisme. C'était pas gratuit, on était payés et tout, hein. Et les mecs mettent à notre disposition camionnettes, donc on avait 2 camionnettes Louis Valem bleues, je me souviens. Et nous, évidemment, on utilise ça à fond pour coller des affiches comme ça de temps en temps, bien sûr. Mais imagine l'aubaine, camionnette, budget pour essence illimité. Et donc, du coup, nous, pour nos activités nocturnes, on avait cette espèce de couverture liée au fait qu'on collait pour une organisation. Et on utilisait les camionnettes, c'était un bonheur qu'on était 10 dans chaque camionnette et on en profitait pour taper des grosses descentes sur les FEFA. Écoute, anecdote parmi d'autres, un jour on est en train de rouler donc, dans les fameuses camionnettes des SOS où on avait des parcours de collage à faire, tu vois. Et là, je suis dans la camionnette avec Kim, il y a Bozo, Jeff, on a un certain nombre. Et Bozo reconnaît sur le trottoir, on est rue Saint-Denis, un truc comme ça, il reconnaît en fait des faf avec lesquels il a eu maille à partir la semaine d'avant, je crois, au puce de Clignancourt, un truc comme ça, et où il s'était fait vraiment surembrouiller, quoi. Là-dessus, bon, tu sais, comme d'hab, frein à main, boum bam, ça descend dans tous les sens. Et je sais plus comment on en vient là, mais c'est Kim qui s'y colle le premier, quoi. Moi, à ce moment-là, j'avais mon petit gun dans mon caleçon, tu vois, toujours comme d'habitude. Et les skins, ils avaient au moins 30 ans, c'était des baraques, rasé à blanc, tatouage de parachutiste sur les avant-bras. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais direct? Je commence à dégainer. Jeff, il met la main sur le truc, il fait arrête, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de faire le PD ou quoi? Il fait allez, vas-y, tape-toi un contre un contre lui. Et il est jeune, tu vois, il doit avoir, je sais pas, s'il a 17-18 ans, c'est le maximum, tu vois. Peut-être même moins, je me rappelle plus. Je me retrouve face à un espèce de gros skin avec des avant-bras. Les avant-bras, on aurait dit mes jambes. Et alors on saura après coup, parce que les mecs ont porté plainte ultérieurement, mais tu vois, les mecs, c'est des instructeurs para. Mais ça, on le sait pas à ce point-là, quoi. Et donc, Kim, il y va, bon. Ah, direct, je rentre au combat, je Red Warrior. Je commence à partir à l'assaut, boum, je prends une golden, flash dans ma tête. Tu sais quoi, j'ai pris des golden dans ma vie, mais les golden qu'il m'a mis, ce mec-là, à chaque fois qu'il me cognait, ça faisait des étoiles. Il m'enchaîne, je tombe par terre, je repars en courant, j'attrape, je réussis à placer un kick dans sa tête avec mes parabousses. Il enchaîne, il m'attrape par les couilles, il me plaque sur le capot de la voiture et commence à me donner. Boum, 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 la tête elle rebondit sur le capot. J'arrive, je laisse la remettre à distance, boum, je commence à kicker. Et il était un peu pointu, Kim, donc tu vois, il se démerde pas trop mal. Sauf que le mec en face, il a 15 ans de plus que lui, il doit lui prendre 20 kilos, tu sais. Et à un moment donné, bon, le gars, il a pris, mais bon, tu sentais que c'était vraiment un mec qui fightait, quoi.
Et à un moment donné, il arrive à lui rentrer une droite, mais c'est une bonne grosse droite dans l'axe, tu vois. Je commence à béton par terre. Kim, il est touché vraiment, quoi. Tu sais, il prend la patate, je le vois qu'il part sur les talons et bon, ça se complique direct, quoi. Il y a Julien qui arrive, boum, il enchaîne gauche, droite, high kick. Le mec, hop, il se rentre direct en corps à corps. Il attrape, boum, pivote, il le met sur le dos. Il se met, tu sais, comme Ultimate Fight. Julien, il réussit à se bloquer dans un coin, il tient. À ce moment-là, je vois les autres, ils étaient en train de s'embrouiller. Il y avait 3-4 autres mecs de l'autre côté. Ça se tapait à coups de batte et tout, ça se tapait chiant. Mais moi, qu'est-ce que je vois? Il y a une batte qui tombait par terre. Je crois, j'attrape la batte de baseball. Et mon gars, il se met comme ça, perpendiculaire au mec, tu vois. Le mec, il voyait rien parce que je lui tenais la tête et tout. Et là, il fait BAH! BAH! Il lui met 2 coups de batte. Mais je te jure, le cum, il est devenu tout mou. T'sais. Genre, je le tenais, j'ai senti qu'il faisait c'est ça comme. Et là, le cum, il me lâche et en fait, fini. C'était super violent et voilà, à l'époque, plus c'était violent, plus c'était apprécié. Il fallait savoir qu'en face, c'était pas des enfants de cœur non plus. À la fin des années 80, le mouvement hip-hop explose en France. Breakdance, graffiti et rap deviennent les moyens d'expression privilégiés d'une nouvelle génération qui pose les bases de sa propre culture. Le hip-hop s'accompagne de l'apparition en nombre de bandes dites Zoulou qui, fin des années 80, débarquent dans la capitale. En fin de compte, au même moment, il y avait, comme je l'expliquais, en 89, il y a eu une espèce de 88-89, il y a une espèce de mode dans Paris, tout le monde était chasseur. Il y avait, par rapport au groupe Public Enemy. Et donc tout le monde, là, dans le mouvement hip-hop, s'est reconnu une espèce de ferveur pour le mouvement chasseur. Tout le monde était chasseur dans Paris, donc c'était marrant. Donc on en croisait partout. Ils mettaient un petit bandana rouge, un petit treillis camouflage, et c'était parti, on fait une bande, on chasse. Donc ces gens-là, à la première descente, quand ils voyaient que ça rigolait pas, on les revoyait jamais. Ensuite, il y a des groupes plus sérieux qui se sont faits. Les félins à respect quand même. Il y a eu une branche des BD, les kamikazes. Calquées sur le modèle américain, ces bandes s'embourrent dans une guerre fratricide. Mais certaines d'entre elles, comme les Black Dragon ou les Boer Boys, mènent la vie dure aux skinheads qui ont le malheur de les croiser. Déjà, l'arrivée des chasseurs avec les Zoulous, c'est un autre délire. On veut dire, ils sont... comme ils sont chasseurs de faf parce qu'ils sont renois déjà de fait, parce que les autres ils les aiment pas, mais ils vont pas franchement les chasser non plus. Ils sont là dans le milieu, s'ils en voient, ils en tapent, mais c'était pas les bandes de Zoulous, c'était pas vraiment des chasseurs. Il y en a certains qui nous ont, pour ma part, je veux pas dire aidés, mais qui nous ont accompagnés parce que quand ils nous voyaient taper des nuskis, ils rentraient dedans. Parce qu'automatiquement ils étaient là, mais la différence c'est que nous on allait chasser. On allait les chercher vraiment et qu'eux, ils les prenaient si de temps en temps ils passaient devant eux. Les racailles ont un petit peu pris la relève en attaquant un peu tout ce qui bougeait. Donc comme les skinheads étaient dans le tas, c'est devenu un gros problème d'insécurité d'être looké. En ayant marre de se prendre des coups dans la rue, pour la plupart, ils ont été se cacher au Parc des Princes. En 89, les skins désertent Paris et se replient dans les tribunes du Parc des Princes parmi les supporters du Paris Saint-Germain. Batskin et d'autres anciens du JNR qui occupent depuis toujours le parc créent le Pitbull Cop. Composé d'une centaine de membres, ces provocations mobilisent les CRS à chaque rencontre du club. Installés dans le virage de Boulogne, ils séduisent de nombreux hooligans. Parce qu'on s'est noir, on s'est fait tabasser, c'est tout. Comment ça s'est passé? Bon, on descend là, il n'a rien fait, il s'est fait tabasser. Face à cette tentative d'OPA des skinheads sur les stades, une nouvelle bande rassemble membres des Ducky Boys et jeunes des cités. Les soirs de match, les Rudy Fox traquent les skins casuals et leurs alliés dans l'ouest parisien. Et c'est à ce moment-là que nous, on est rentré en conflit avec eux. Et plus particulièrement, pas avec les GNR, qui on les voyait plus dans les manifestations en train de poser là, le 1er mai, que dans la rue. À part bien sûr leur leader et 2-3 autres. Mais plus précisément avec des anciens mecs de Légion, avec des mecs du COP, avec des anciens du Nazi-Clan, avec des gars du FIAP, qui ont formé une espèce de clique, pas trop habillée en skinhead, plutôt en flak jacket, basket, avec des petits traits sur le côté. On appelle ça le look casual chez les skinheads. Beaucoup plus discret, c'était des gens qui avaient entre 25 et 30 ans. Souvent, comme ils travaillaient, ils pouvaient plus se permettre d'avoir la tête rasée, car à l'époque, c'était pas dans les mœurs. Et on avait un gros souci avec ces gars-là. Nous, on était un petit peu des gamins, on se battait pied-point. On jouait beaucoup sur le nombre, alors qu'eux, ils étaient plutôt armés. Bon, la première fois qu'on m'a tiré dessus, c'est eux.
Les premiers mecs, j'ai vu sortir des couteaux, des poings américains, des lacrymos, matraques télescopiques, gants plombés, c'est eux. Mais eux, c'est très dur. C'est